Bon, la validité de l'évaluation. mais on ne remet pas en cause l'étude d'impact d'un promoteur au Québec parce qu'il a réalisé lui-même l'étude d'impact. Ça n'est pas un conflit d'intérêts. Le système québécois, qui est considéré comme un des meilleurs dans l'évaluation environnementale, prévoit que le promoteur doit répondre aux directives que le ministère lui impose. C'est-à-dire que le ministère exige de donner des réponses, d'éclairer des enjeux très précis. Il le fait lui-même, il le fait avec des consultants. Mais ces données-là, c'est lui qui les apporte, c'est certain, mais elles sont validées. C'est passé au crible par un paquet de ministères, tous les ministères qui sont concernés. S'ils voient des failles, s'ils voient des trous, ils vont poser des questions. Le ministère de l'Environnement lui-même, je pourrais demander au ministère de tout expliquer la procédure, mais j'essaie de vous simplifier la vie, M. Tremblay. Mais une chose est certaine, c'est que en audience publique, s'il y a un trou, si vous avez identifié un trou précis, objectivement, on va poser des questions. C'est pour ça qu'il y a le contrôle de l'audience publique. Mais on ne va pas demander au promoteur de refaire une autre étude. Vous avez cité l'exemple du gaz de schiste. C'était une audience générique, ce n'était pas une audience sur un projet. La procédure est différente. Là, une audience générique, c'est on veut savoir, on va évaluer une filière dans son ensemble. Est-ce qu'il y a des trous? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Qu'est-ce qu'il faut qu'on sache? C'était ça la question. Là, ce n'est pas une filière, c'est un projet. Et le projet, il a été évalué selon les règles de l'art. Peut-être que les questions, les réponses du promoteur ne vous satisferont pas. Vous avez le droit d'avoir ce point de vue-là. Vous pouvez vous-même trouver des trous dans l'étude d'impact du promoteur. Nous vous serions gré de nous les signaler pour qu'on pose la question. C'est ça le contrôle qu'on fait. Il y a un contrôle par les ministères, il y a un contrôle par la commission d'enquête. C'est un double contrôle. Mais le système au Québec ne repose pas, on ne fait pas faire des études indépendantes par des tierces parties. C'est le promoteur qui assume la responsabilité des coûts. Parce que ça soit vraiment indépendant, il faudrait que ce soit le ministère public qui paye. Pourquoi la collectivité paierait pour un promoteur qui, lui, veut faire un projet? Alors la question, c'est à lui de payer pour, c'est lui qui fait le projet. Alors c'est pour ça que votre question, je comprends votre préoccupation. Vous voulez savoir s'il y a des effets dominos, c'est ça le cœur de votre question. Vous voulez savoir s'il y a des effets dominos. Et les effets dominos, ils sont analysés. On va demander au promoteur de nous éclairer qu'est-ce qu'il a étudié, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a constaté sur les effets dominos. Si vous voyez des trous dans son raisonnement, dites-nous-le, vous pouvez le dire dans votre mémoire, puis vous pouvez revenir et nous poser des questions sur la réponse qu'il va donner, si vous la jugez incomplète, si vous la jugez pas correcte. On est là pour ça. Mais il vous appartient de trouver des trous. Puis si nous on en voit, on va faire la même chose. On va poser des questions. Alors, je demanderai au promoteur sur les effets dominos. Avez-vous analysé les impacts potentiels sur les industries qui sont autour et qui elles-mêmes ont des effets, des produits dangereux sur leur territoire et à l'inverse, quels pourraient être les effets de ces produits sur votre projet? Oui, Monsieur le Président, c'est effectivement ce qu'on a fait. En fait, notre étude d'impact démontre l'ensemble des industries qui ont été prises en compte. Donc, la section 8 de notre étude d'impact démontre bien l'ensemble des industries dans le parc industriel, avec les produits aussi qu'ils produisent. Et si la question est plus spécifiquement sur la méthodologie qui a été utilisée, est-ce que c'est votre question? Non, mais si vous pouvez éclairer cet aspect, ça donnerait peut-être à monsieur une information importante. En fait, comme je le mentionnais, l'ensemble... Qui a fait les études et l'analyse? L'étude a été faite par SNC-Lavalin Environnement. Ça fait partie de notre étude d'impact. Donc, si on questionne la méthodologie en tant que telle, j'inviterais M. Robert Auger à répondre sur la méthodologie qui a été utilisée pour cette étude-là sur les effets dominos. Voulez-vous entendre M. Auger? Oui. Alors, M. Auger, allez-y. Avez-vous lu d'abord la section 8 sur les effets dominos dans l'étude d'impact? Celui-là, non. Non? Donc, la section 8 parle de toute l'analyse de risque technologique. Et dans l'analyse de risque, on identifie aussi les industries avec les volumes de matières dangereuses qu'ils ont. Donc, ça, c'est la section 8.3. Donc, si je regarde, par exemple, la section, je l'avais tantôt, ici, si je regarde la section 8.3.9, par exemple, ben, si je prends l'exemple de CEPSA. Bon, CEPSA produit de l'alkylbenzène linéaire à partir de benzène. On donne les quantités,
puis on regarde s'il peut avoir un effet sur l'usine. S'il y a des gaz toxiques qui peuvent s'échapper, c'est sûr qu'il n'y a aucun impact sur l'intégrité des installations de TransCanada. Donc, il ne peut pas vraiment avoir des effets dominos, autre qu'une, je dirais, une interruption temporaire des opérations. Bon, pour l'usine elle-même, s'il arrive, comme on a dit tout à l'heure, le feu de toit, par exemple, c'était le pire cas, bien, il y a une certaine radiation. Puis là, on regarde, est-ce qu'autour, il peut y avoir des bâtiments dont l'intégrité physique pourrait être menacée. Puis, ce qu'on s'aperçoit, c'est que non, ça ne peut pas arriver. Donc, on voit des deux côtés à la fois. Donc, je vous référais à 839 pour avoir les quantités de matières dangereuses là, qui sont les principales matières entreposées dans le parc industriel. Et ça, c'est le voisin le plus près du site. Le voisin le plus près du site, c'est TransCanada. Oui, on en a parlé beaucoup, mais je parlais de l'autre côté. Celui que vous venez de nommer, là, c'est l'autre. Mais lui, il est pas mal plus loin. Tu sais, j'ai pris ça comme exemple, mais okay. on les a toutes nommées ici avec toutes les matières dangereuses là, qu'ils ont chacune des instituts. Mais exception faite de TransCanada, quelle est l'usine la plus près on va regarder sur du rayon d'influence? Faut regarder si on allait jusqu'à 3 mètres, comment vous dites ça? Ça se mesure à 3 kilowatts, quelque chose de genre, là? Vous avez des zones... 3 kW par mètre carré, on touche juste une installation de gaz métro. Il y a seulement gaz métro? On peut la montrer à l'écran. Monsieur le Président, on va remettre sur l'écran la carte et l'analyse de risque qui faisait partie de la présentation. Okay. Pour les besoins de répondre à cette question-là. Donc, comme vous pouvez voir ici, un des scénarios qui était regardé ici, c'est le scénario du code CSA Z276. Dans ce scénario-là, le code nous exige de regarder une fuite sur la plus grosse conduite pendant 10 minutes. Non, ça c'est vraiment en fait, c'est le pire scénario que le code CSA, le code qu'on utilise pour faire la conception des installations, nous exige de prendre. Donc, on a pris, en fait, le pire scénario que le code exige, et c'est une fuite de 10 minutes sur une conduite de 3 pouces. C'est ce qu'on a pris. Et ce que vous pouvez voir présentement, c'est que c'est le scénario où le GNL, il y a une fuite, et ce GNL-là est acheminé vers la fosse déportée, et on regarde vraiment la radiation qu'il pourrait y avoir. La radiation reste à l'intérieur du site de nos installations. Donc, il n'y a pas de conséquences à l'extérieur. Si on regarde, on va projeter l'autre... le feu de toit. Le feu de toit, qui est extrêmement très peu probable, parce que c'est un réservoir en béton armé. Et le code, pour informer la commission, le code CSA Z276 a, dans le fond, éliminé ce scénario-là du code de design parce qu'il était, disons, très, très, très peu probable. Par contre, le ministère, c'est pas même technique encore pour projeter la voie, mais ce qu'on avait dans la présentation montrait bien la zone d'impact si jamais on prenait en considération un feu de toit, encore une fois très peu probable, et la zone de 5 kW par mètre carré qu'on montre ici avec comme vous pouvez voir ici sur la carte. Le 5 kW par mètre carré représente le cercle en jaune. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a aucune installation voisine de nos installations qui sont à l'intérieur de ce cercle-là. Donc, aucune conséquence sur les installations voisines. Mais il ne faudrait pas être sur la rue au moment où ça arrive. Pardon? Si on est sur la rue à côté du site, à l'ouest du site, là, on serait un petit peu chauffé. Écoutez, on parle vraiment ici d'un risque qui est extrêmement faible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et pour les besoins encore de la Commission, les risques de défaillance qui sont déterminés par les codes pour un scénario comme ça,
C'est d'une chance sur 10 millions que ça arrive, un événement par année. Donc, extrêmement faible. Par contre, vous avez raison, si jamais ce scénario arrivait là, bien, effectivement, la radiation irait au niveau du chemin. Mais le terrain qui est au sud, est-ce que lui, il pourrait effectivement, on le voit, là, le cercle rouge, qui devrait être le 5 kW au mètre cube, au mètre carré? En fait, c'est le cercle orange qu'on doit regarder. C'est le orange? C'est le orange. Ben, le orange, Alors, le jaune. le orange, lui, il va quand même assez loin. Est-ce que vous avez l'intention d'avoir une zone tampon et de faire en sorte qu'il n'y aura pas de bâtisse qui va s'installer à cet endroit? Parce que c'est pas chez vous, le terrain en bas, là. Si quelqu'un s'installe là, il va courir un risque. Avez-vous une entente avec l'administration portuaire pour que personne n'aille s'installer là?